Le texto est arrivé à 15h47, un mardi qui était déjà parti en enfer. Maman veut que tu viennes dîner ce soir. Ne sois pas en retard, Isabelle. Je fixais l'écran de mon téléphone, assis dans mon bureau aux parois de verre chez Morrison et Associés Architecture, regardant la pluie strier les fenêtres comme des larmes que je refusais de verser. 23 étages plus bas, la ville de Seattle bougeait à son rythme habituel, inconsciente du fait que mon monde était sur le point d'imploser. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et appuyez sur le bouton de partage pour donner un coup de pouce à cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Ne sois pas en retard. Comme si j'avais jamais été en retard à quoi que ce soit. Comme si la ponctualité n'était pas l'une des nombreuses choses qu'Isabelle avait systématiquement critiquées chez moi pour me les faire perdre au cours de nos 8 années de mariage. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Claudine Benoît a demandé ma présence. Ma belle-mère me tolérait à peine dans les meilleurs jours, me traitant comme une tâche malheureuse sur la vie par ailleurs immaculée de sa fille. La femme avait clairement fait savoir dès le premier jour que sa précieuse Isabelle s'était mariée en dessous de sa condition. Le trajet jusqu'au manoir de Claudine à Bellevue a duré 45 minutes dans la circulation de Seattle. Sa maison était un monument à la vieille fortune, ou du moins à son apparence, avec son architecture coloniale française, ses jardins manucurés, et ce genre de grandeur intimidante qui faisait que les visiteurs se sentaient petits. Je concevais des bâtiments qui coûtaient plus cher que cette maison. Mais d'une manière ou d'une autre, la demeure de Claudine me donnait toujours l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, debout dans le bureau du proviseur. La BMW d'Isabelle était déjà dans l'allée circulaire quand je suis arrivé. J'ai garé ma pratique Honda Accord derrière elle. Le contraste entre nos véhicules, une métaphore parfaite de notre relation. Elle conduisait le style. Je conduisais la fonction. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Claudine se tenait là, dans son uniforme habituel de créateur noir. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon lustré qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. À 58 ans, elle était encore une femme séduisante, mais il y avait quelque chose de vif et de prédateur dans ses yeux bleus pâles. Daniel, dit-elle, son léger accent français faisant sonner mon nom comme une déception. Vous êtes parfaitement à l'heure. Comme c'est prévisible. J'entrai dans le hall en marbre, remarquant les orchidées fraîches et la façon dont le lustre projetait des ombres qui semblaient délibérément dramatiques. Claudine. Merci de m'inviter. Elle me conduisit à travers la maison vers la salle à manger, ses talons claquant contre le parquet comme un compte à rebours. Isabelle est déjà là. Nous avions la plus intéressante des conversations. La table de la salle à manger était mise pour 3, avec la plus belle porcelaine et le plus beau cristal de Claudine. Isabelle était assise au bout de la table en acajou, éblouissante comme toujours dans une robe bordeaux qui complimentait ses cheveux sombres et sa peau olive. Elle leva les yeux quand j'entrai, et je surpris quelque chose dans son expression. De la culpabilité, peut-être, ou de l'anticipation. Ce fut si rapide que j'aurais pu l'imaginer. Bonsoir, chérie, dit-elle, tendant sa joue pour un baiser. Son parfum était différent, quelque chose de français et de cher que je ne reconnaissais pas, salut. J'embrassai sa joue, notant à quel point elle se raidissait légèrement au contact. Comment s'est passée ta journée? Chargée. Le contrat Laurent me prend tout mon temps à l'agence. Elle prit son verre de vin, évitant mes yeux. Tu sais à quel point les clients français peuvent être exigeants. Claudine rit. Un son comme des cloches d'argent aux arêtes vives. Oh oui, les Français peuvent être assez exigeants pour obtenir ce qu'ils veulent. Elle me versa un verre de vin sans me demander si j'en voulais. Surtout quand il s'agit des affaires de cœur. Je m'assis, acceptant le vin et essayant de déchiffrer les courants sous-jacents dans la pièce. Quelque chose se passait ici, quelque chose que je ne saisissais pas tout à fait. Les deux femmes échangèrent un regard par-dessus la table, et Isabelle sourit d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Daniel, dit Claudine, s'installant dans sa chaise avec une grâce féline. Isabelle me parlait justement de son nouveau projet. Une opportunité si excitante pour sa carrière. Le contrat Laurent, dis-je. Tu l'as mentionné. Étienne Laurent, dit Isabelle, et il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça ce nom qui me serra l'estomac. Il ouvre une chaîne d'hôtels de luxe sur la côte ouest. Le contrat de marketing pourrait faire ma carrière. C'est merveilleux pour toi. Je pris une gorgée de vin,
notant qu'il s'agissait d'un millésime qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Parle-moi de lui. Un autre regard passa entre les deux femmes. Claudine se pencha légèrement en avant, ses yeux brillant d'un amusement malicieux. Oh, Étienne est tout à fait charmant, dit-elle. Très bel homme, très sophistiqué. Le genre d'homme qui sait apprécier les talents d'une femme. Mère, dit sèchement Isabelle. Quoi? Je dis simplement qu'il a un excellent goût. Le sourire de Claudine était fin comme une lame de rasoir. N'est-ce pas, ma chérie? Et puis c'est arrivé. Le moment qui a tout changé. Claudine se tourna vers Isabelle et, dans un français rapide, dit, tu devrais le lui dire maintenant. Il va le découvrir de toute façon. Au moins, comme ça, tu garderas le contrôle. Isabelle répondit sans réfléchir, non, pas encore. Il dit qu'il faut attendre le bon moment. Après le contrat. Elles supposaient toutes les deux que je ne comprenais pas. Pourquoi l'aurais-je fait? Je n'étais que Daniel, l'architecte prévisible qui conduisait une Honda et portait des costumes de prêt-à-porter. Qu'est-ce que je pouvais bien savoir du français? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé 2 ans à Paris pendant mes études, étudiant l'architecture à l'école spéciale. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je parlais couramment le français depuis plus de 15 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais d'entendre ma femme discuter de sa liaison avec un client et du moment choisi pour détruire ma vie. Je pris une autre gorgée de vin, gardant une expression neutre tandis que mon monde s'effondrait autour de moi. La pièce sembla soudainement froide malgré l'éclairage chaleureux et le feu qui crépitait dans la cheminée. Je suis désolé, dis-je en anglais, posant soigneusement mon verre. De quoi discutiez-vous? Ça avait l'air important. Le sourire de Claudine s'élargit, et elle repassa au français, visiblement amusée. Nous parlions de la façon dont Isabelle va enfin avoir la vie qu'elle mérite, avec un homme qui peut lui donner tout ce qu'elle désire. Isabelle semblait maintenant mal à l'aise, jetant des regards entre sa mère et moi. Mère, s'il te plaît, pas maintenant. Claudine continua en français, pourquoi pas maintenant? De toute façon, il ne comprend rien. On pourrait planifier ton divorce juste devant lui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher la bombe. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé directement Claudine et, dans un français parfait et sans le moindre accent, j'ai dit, Madame Benoît, je trouve votre conversation fascinante. Peut-être pourrions-nous discuter des détails de cette liaison un peu plus en profondeur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage d'Isabelle devint blanc, son verre de vin se figeant à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de Claudine s'ouvrit, son sang-froid se fissurant pour la première fois depuis que je la connaissais. Toi, murmura Isabelle. Tu parles français? Couramment, dis-je, repassant à l'anglais et appréciant la façon dont les deux femmes semblaient se recroqueviller sur leurs chaises. J'ai étudié à Paris pendant 2 ans. École spéciale d'architecture. Je pensais l'avoir mentionné. Je ne l'avais pas fait, bien sûr. J'avais appris très tôt dans notre relation qu'Isabelle n'était pas intéressée par mes histoires d'université ou mes accomplissements. Elle préférait me voir comme le simple et prévisible Daniel qui construisait les rêves des autres et n'en avait jamais eu pour lui-même. Depuis combien de temps est-ce que tu, commença Claudine, puis s'arrêta. Depuis combien de temps est-ce que je comprends chaque conversation que vous avez eue devant moi? Chaque commentaire désobligeant sur mes vêtements, ma voiture, ma carrière, mes insuffisances en tant que mari? Je souris, et c'était comme de la glace se formant sur mes lèvres. Chaque conversation, Claudine. Y compris la discussion de ce soir sur la liaison d'Isabelle avec Étienne Laurent et vos plans pour mon divorce. Isabelle posa son verre de vin avec des mains tremblantes. Daniel, je peux t'expliquer. Vraiment? Je me levai, me sentant soudain plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. L'incertitude était terminée. L'attente était finie. La vérité était enfin sur la table, brute et indéniable. S'il te plaît, je t'en prie, explique-moi comment tu couches avec ton client pendant que ta mère planifie mon humiliation. Explique-moi comment tu me mens en pleine face tout en discutant de ton avenir avec un autre homme dans une langue que tu pensais que je ne pouvais pas comprendre. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est exactement ce que je crois. Je contournai la table, notant comment les deux femmes se tendirent à mon approche. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Je me penchai et embrassai le front d'Isabelle, aussi doucement qu'une bénédiction. Elle tressaillit et s'écarta. Merci pour le dîner, Claudine, dis-je poliment.
Ce fut très instructif. Je me tournai vers ma femme. Isabelle, je te verrai à la maison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je sortis de cette maison en me sentant comme une personne différente de celle qui y était entrée. Derrière moi, je pouvais entendre Claudine siffler à l'oreille d'Isabelle dans un français rapide, leur voix montant en panique et en récrimination. Apparemment, la seule chose que je n'avais pas conçue dans ce mariage était un piège pour ma propre humiliation. Mais cela était sur le point de changer. S'ils voulaient jouer à des jeux, j'allais leur montrer ce qui arrive quand un architecte décide de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de dévastateur. Je ne suis pas rentré chez moi immédiatement. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à Pike Place Market et je suis resté assis dans ma voiture, regardant la foule du soir s'éclaircir pendant que je digérais ce que j'avais appris. La pluie avait cessé, mais le pare-brise était encore strié d'eau, déformant les enseignes au néon et les lampadaires en motifs abstraits de couleurs et de lumière. Étienne Laurent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une recherche rapide. Les résultats étaient impressionnants et nauséabonds à parts égales. 41 ans, PDG de Laurent Luxury Holdings, basé à Paris avec une expansion récente en Amérique du Nord. Beau de cette manière européenne désinvolte, avec des cheveux sombres parsemés d'argent et le genre de sourire confiant qui suggérait qu'on ne lui avait jamais rien refusé, y compris ma femme, apparemment. J'ai fait défiler des images de lui à divers événements professionnels et galas de charité, toujours impeccablement vêtu, souvent avec de belles femmes à son bras. Sur une photo d'un journal d'affaires de Seattle, j'ai reconnu la femme à côté de lui, Isabelle, radieuse dans une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant, le regardant avec une expression que je ne lui avais pas vu m'adresser depuis des années. La légende disait, le PDG de Laurent Luxury Holdings, Étienne Laurent, avec la consultante en marketing Isabelle Moore au gala de la Fondation des Arts de Bellevue. Consultante en marketing, pas directrice marketing chez Peterson et Associés, où elle travaillait réellement. Le mensonge était si désinvolte, si facile, que je me suis demandé combien d'autres j'avais manqué. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers les rues calmes de notre quartier de Redmond, passant devant les pelouses parfaites et les maisons parfaites remplies de familles parfaites qui ne se mentaient probablement pas en plusieurs langues. Notre maison se trouvait au bout d'une impasse, un design moderne et minimaliste dont j'avais été fier lorsque nous l'avions construite il y a 5 ans. Maintenant, elle avait l'air froide et stérile, comme une exposition de musée d'un mariage qui était mort sans que personne ne prenne la peine d'organiser des funérailles. La BMW d'Isabelle n'était pas encore dans l'allée. Tant mieux. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour décider exactement comment je voulais gérer cela. À l'intérieur, la maison semblait différente. Chaque pièce, chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie semblait maintenant être la preuve d'un mensonge que j'avais vécu. Le plan ouvert que j'avais conçu pour nous rapprocher avait plutôt créé des espaces où nous pouvions nous éviter avec une précision architecturale. Je me suis versé un scotch, le bon, une bouteille de Macallan 18 qu'Isabelle m'avait acheté pour mon dernier anniversaire, et je me suis assis dans mon bureau. La pièce était bordée de bibliothèques remplies de textes d'architecture, de portfolios de projets et de maquettes de bâtiments que j'avais conçus. Mes accomplissements, ma passion, le travail de ma vie, rien de tout cela n'avait suffi à garder l'intérêt de ma femme. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je connaissais les habitudes d'Isabelle. Elle utilisait le même mot de passe pour tout, Bella 2015, l'année où nous avions acheté cette maison. Elle n'avait jamais été douée pour la sécurité, supposant toujours que les gens étaient exactement ce qu'ils semblaient être. Sa boîte mail était une mine d'or de tromperie. La liaison durait depuis 4 mois, commençant par des réunions professionnelles qui se sont progressivement transformées en dîners personnels, puis en voyage d'affaires le week-end à Vancouver, où Laurent cherchait des emplacements. La progression était d'une prévisibilité déprimante, mais ce sont les détails qui ont fait trembler mes mains alors que je parcourais message après message. Mon chéri, commençait un email. La nuit dernière était incroyable. Je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont tu m'as touché à l'hôtel. Daniel ne se doute de rien. Il est tellement absorbé par ces bâtiments qu'il remarque à peine que j'existe. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que lorsque je suis avec toi. Un autre, plus récent, Étienne, nous devons être prudents. Mère pense que nous devrions le dire à Daniel bientôt, mais je ne suis pas prête. Le contrat Laurent pourrait me mettre à l'abri pour la vie, et je ne veux pas compliquer les choses avant qu'il ne soit signé. Peux-tu attendre encore un peu? Je te promets que ça en vaudra la peine. Ces réponses étaient tout aussi accablantes,
écrite dans un mélange d'anglais et de français qui peignait le portrait d'un homme qui collectionnait de belles choses et les jetait quand il s'en lassait. Il l'appelait ma belle Isabelle et lui faisait des promesses sur leur avenir commun que je soupçonnais qu'il n'avait aucune intention de tenir. Mais c'est le dernier email, envoyé il y a à peine 3 heures, qui m'a fait poser mon scotch avec une précision méticuleuse. Chérie, mère insiste pour inviter Daniel à dîner ce soir. Elle veut tâter le terrain pour un divorce. Je lui ai dit que c'est trop tôt, mais tu sais comment elle est. Elle pense qu'il est trop stupide pour comprendre. Et honnêtement, elle a peut-être raison. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour mon travail ou ma vie en dehors de ces précieux bâtiments. Je t'appelle après le dîner pour te dire comment ça s'est passé. Bisous. Trop stupide pour comprendre. Jamais montré le moindre intérêt pour son travail. Je fermai l'ordinateur portable et m'adossai à ma chaise, sentant quelque chose de froid et de tranchant se cristalliser dans ma poitrine. Ce n'était pas un chagrin d'amour, ça viendrait plus tard, dans des moments calmes où je ne m'y attendrais pas. C'était autre chose, quelque chose de calculateur, de précis et d'absolument impitoyable. Si Isabelle voulait jouer à des jeux, j'allais lui montrer ce qui se passait quand quelqu'un avec mes compétences particulières décidait de faire preuve de créativité. J'ai passé l'heure suivante à parcourir ses autres comptes, réseaux sociaux, comptes bancaires, cartes de crédit, relevés téléphoniques. L'empreinte numérique d'une liaison était étonnamment vaste quand on savait quoi chercher. Des factures d'hôtel débitées sur sa carte de crédit personnelle. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Des achats de lingerie dans des boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. La preuve la plus accablante se trouvait dans son téléphone, qu'elle avait laissé en charge sur le comptoir de la cuisine. Le même mot de passe, la même supposition désinvolte que j'étais trop stupide ou trop confiant pour regarder. Les textos étaient pires que les emails, plus immédiats, plus intimes, plus cruels. Des captures d'écran de conversation où elle se moquait de ma carrière ennuyeuse, de ma personnalité prévisible, de mon apparente incapacité à la satisfaire au lit. Les réponses de Laurent encourageaient ses plaintes, le positionnant comme son sauveur d'une vie de médiocrité suburbaine. Un échange de la semaine dernière m'a fait me resservir un scotch. Isabelle, il m'a vraiment demandé si je voulais aller à une conférence d'architecture à Portland le mois prochain. Comme si je voulais passer un week-end à l'écouter parler de code du bâtiment et de matériaux durables. Étienne, pauvre chéri, piégé avec un homme aussi ennuyeux. Ne t'inquiète pas. Bientôt, tu seras libre de vivre la vie que tu mérites. Je prépare quelque chose de spécial pour nous à Paris le mois prochain. Isabelle, j'ai hâte. Parfois, je le regarde et je me demande à quoi je pensais quand je l'ai épousé. Il est comme un meuble. Fonctionnel, mais complètement oubliable. Fonctionnel, mais complètement oubliable. 8 ans de mariage réduit à une comparaison de meubles. J'étais encore en train de lire quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. J'ai rapidement tout fermé, effacé l'historique du navigateur et remis son téléphone à sa station de charge. Au moment où elle a franchi la porte d'entrée, j'étais assis dans le salon avec mon scotch, ressemblant au mari ennuyeux et prévisible qu'elle avait décrit à son amant. Daniel. Sa voix était hésitante, incertaine. Il faut qu'on parle. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, toujours aussi belle dans cette robe bordeaux. Mais maintenant, je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Elle essayait de déterminer l'ampleur des dégâts à contrôler, la part de vérité qu'elle pouvait se permettre de révéler. Oui, dis-je calmement. Il le faut. Elle s'assit en face de moi, perchée sur le bord du canapé en cuir blanc que nous avions choisi ensemble il y a 3 ans. Tout dans cette pièce était une décision que nous avions prise en couple, à l'époque où je croyais encore que nous construisions une vie ensemble au lieu d'une scène élaborée pour mon humiliation. À propos de ce soir, commença-t-elle, à propos de ce que mère a dit, quelle partie? Je pris une gorgée de scotch, appréciant la façon dont elle tressaillit à mon ton. La partie où elle a discuté de mes insuffisances en tant que mari, ou la partie où vous avez planifié le moment de mon divorce? Ce n'est pas comme ça, mais sa voix manquait de conviction. Mère s'emporte parfois. Tu sais comment elle est. Je sais exactement comment elle est. La question est, comment es-tu, toi, Isabelle? Elle baissa les yeux sur ses mains, et je remarquai qu'elle portait toujours son alliance. Le diamant capta la lumière des spots encastrés que j'avais soigneusement positionnés pour créer l'ambiance parfaite pour notre vie parfaite. Je suis confuse, dit-elle finalement. Sur ce que je veux, sur ce que nous avons ensemble. Es-tu confuse à propos d'Étienne Laurent?
Le nom la frappa comme un coup physique. Sa tête se releva brusquement, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et de défi. Comment est-ce que je sais pour ton amant? Pour ta liaison de 4 mois, pour tes week-ends à Vancouver et tes plans pour me quitter une fois son contrat signé. Je souris, et je pus voir mon expression se refléter dans ses yeux. Froide, tranchante, complètement différente de l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Je fais attention, Isabelle. Plus que tu ne le penses. Elle resta silencieuse un long moment, et je pouvais la voir calculer, essayant de déterminer son prochain coup. Finalement, elle se redressa, et une partie de l'arrogance de sa mère s'insinua dans sa posture. Très bien, dit-elle. Oui, je vois Étienne. Oui, je pense à te quitter. Tu es content maintenant? Content? Je considérais la question. Non, je ne dirais pas content. Mais je suis éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me levai, posant mon verre vide avec un soin délibéré. Ça veut dire que pour la première fois depuis des années, je sais exactement où j'en suis. Ça veut dire que l'incertitude est terminée. Ça veut dire que je peux arrêter de me demander pourquoi ma femme semble si distante, si insatisfaite, si désireuse de passer du temps n'importe où sauf ici. Daniel, ça veut dire, continuai-je en me dirigeant vers les escaliers, que je peux arrêter d'être le meuble ennuyeux, prévisible et fonctionnel que tu as épousé, et commencer à être quelque chose de complètement différent. De quoi parles-tu? Je m'arrêtai au bas des escaliers et la regardai. Elle était toujours assise sur le bord du canapé, l'air petite et incertaine dans cette robe coûteuse. Je parle de conséquences, Isabelle. Je parle de ce qui arrive quand quelqu'un avec mes compétences particulières décide de faire preuve de créativité. Je souris à nouveau, et cette fois, je ne pris pas la peine de le rendre chaleureux. Je parle de vous montrer, à toi, à ton amant et à ta mère, exactement ce que cet architecte ennuyeux peut construire quand il s'y met. Je montai dans notre chambre ma chambre, maintenant et commençai à planifier la démolition de tout ce qu'il pensait savoir sur Daniel Moore. Demain, la véritable construction commencerait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté assis à mon bureau jusqu'à l'aube, esquissant des plans avec la même précision méthodique que j'utilisais pour la conception de bâtiments. Mais au lieu de créer quelque chose de nouveau, je planifiais une démolition. Isabelle s'était retirée dans la chambre d'amis après notre conversation, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Très bien pour moi, j'avais besoin d'espace pour travailler. Au matin, j'avais un dossier complet sur Étienne Laurent et une compréhension claire du champ de bataille sur lequel j'entrais. Laurent Luxury Holdings s'étendait agressivement sur le marché nord-américain, mais les finances de l'entreprise étaient plus précaires qu'elles n'y paraissaient. Plusieurs de ces entreprises européennes perdaient de l'argent, soutenues par des prêts de plus en plus désespérés et une comptabilité créative. Plus important encore, Laurent était marié. Sa femme, Céleste Laurent, était la fille d'une éminente famille de banquiers parisiens et détenait des parts importantes dans son entreprise. Un divorce serait financièrement catastrophique pour lui, ce qui expliquait pourquoi il était si prudent concernant sa liaison avec Isabelle. L'ironie ne m'a pas échappé. Il jouait le même jeu avec ma femme qu'elle jouait avec moi, gardant ses options ouvertes jusqu'à ce que le moment soit venu. Je pris une douche et m'habillai pour le travail, choisissant un costume gris anthracite qu'Isabelle avait toujours dit me donner un air trop sérieux. Parfait. Aujourd'hui, sérieux était exactement ce que je voulais être. Isabelle était dans la cuisine quand je suis descendu, toujours en robe de chambre, serrant une tasse de café comme une bouée de sauvetage. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Daniel, dit-elle alors que je me versais mon propre café, à propos d'hier soir, quoi à ce sujet? Je pense que nous devrions parler à quelqu'un. Un conseiller, peut-être. Traverser ça ensemble. Je me tournai pour lui faire face, notant les cernes sous ses yeux et la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait soutenir mon regard. Traverser quoi, exactement? Ta liaison? Tes plans pour divorcer? L'implication de ta mère pour m'humilier? Ça n'a pas à être comme ça. Sa voix était petite, incertaine. On pourrait essayer de réparer les choses. Réparer les choses? J'ai goûté les mots, les trouvant amers. Dis-moi, Isabelle, quand tu étais au lit avec Laurent, pensais-tu à réparer les choses avec moi? Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, et le son n'était rauque même à mes propres oreilles. Tu veux parler de ce qui est juste?
Est-il juste que j'ai passé 8 ans à construire une vie avec quelqu'un qui me voit comme un meuble? Est-il juste que tu aies planifié mon divorce pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire? Voyage d'anniversaire? Elle avait l'air sincèrement confuse. Hawaï le mois prochain. J'ai fait des réservations dans ce complexe dont tu as parlé l'année dernière. Je secouai la tête. Mais je suppose que tu seras occupé à Paris avec ton amant à la place. La confusion dans ses yeux se transforma en quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, ou peut-être juste de l'irritation d'avoir été prise dans un autre mensonge. Je ne savais pas que tu préparais quelque chose. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Isabelle. Mais tu vas apprendre. Je l'ai laissé debout dans la cuisine et je suis parti au travail à travers la circulation matinale de Seattle, mon esprit passant déjà à la phase suivante de mon plan. Morrison et associés occupaient 3 étages d'une tour de verre dans le centre de Seattle. J'étais dans l'entreprise depuis 6 ans, gravissant les échelons d'architecte junior à chef de projet senior. Mes collègues respectaient mon travail, même s'ils me trouvaient un peu réservé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé cette réserve pour ma vie personnelle, où j'avais stupidement cru qu'il était sûr d'être vulnérable. Cela s'est terminé aujourd'hui. Mon premier arrêt fut les RH, où j'ai eu une conversation soigneusement décontractée avec Janet Morrison, la fille du fondateur et la directrice des ressources humaines de l'entreprise. Janet avait la quarantaine, était divorcée et avait toujours été amicale avec moi de manière professionnelle. Daniel, dit-elle quand j'ai frappé à la porte de son bureau. Entrez. Comment allez-vous? J'ai connu des jours meilleurs, dis-je en m'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Je fais face à des problèmes personnels qui pourraient affecter mon travail, et je voulais être franc à ce sujet. L'expression de Janet se mua en inquiétude. Elle était douée pour son travail, et une partie de ce travail consistait à lire les gens. Que se passe-t-il? Mon mariage s'effondre. J'ai laissé juste assez de douleur transparaître dans ma voix pour que ce soit crédible. Isabelle a une liaison avec l'un de ses clients. Je viens de le découvrir. Oh, Daniel. Janet se pencha en avant, son attitude professionnelle s'adoucissant. Je suis tellement désolé. Ça doit être dévastateur. Ça l'est. Mais ce qui rend les choses pires, c'est que le client est quelqu'un avec qui nous pourrions finir par travailler. Étienne Laurent de Laurent Luxury Holdings. Il nous courtisait pour un projet hôtelier et maintenant, j'ai haussé les épaules, impuissant. Je ne sais pas comment gérer le conflit d'intérêts. Les yeux de Janet s'aiguisèrent. Elle comprit immédiatement. C'est certainement un problème. Si votre femme est impliquée avec un client potentiel, il pourrait y avoir des problèmes éthiques, sans parler des complications personnelles pour vous. Je ne veux pas causer de problème à l'entreprise, dis-je. Mais je ne peux pas non plus prétendre que cela n'arrive pas. Laurent a insisté pour une réunion, et je ne suis pas sûr de pouvoir supporter d'être dans la même pièce que lui en ce moment. Laissez-moi m'occuper de Laurent, dit fermement Janet. Je demanderai à quelqu'un d'autre de prendre en charge toutes les communications avec son entreprise. Quant à votre femme, elle fit une pause délicate. Est-elle consciente que sa relation pourrait avoir un impact sur sa propre carrière? Je ne pense pas qu'elle ait envisagé les implications professionnelles, dis-je, ce qui était assez vrai. Elle travaille pour Peterson et Associés, et ils ont des politiques strictes sur les relations avec les clients. Janet hocha la tête d'un air entendu. Le monde du marketing était petit à Seattle, et tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Je vais faire quelques enquêtes discrètes. Parfois, ces choses ont une façon de se régler d'elles-mêmes. Je l'ai remercié et j'ai quitté son bureau, sachant que dans les 24 heures, le réseau de rumeurs bourdonnerait de spéculations sur la relation inappropriée d'Isabelle avec son client. Dans une ville comme Seattle, la réputation était tout, et les enquêtes discrètes de Janet Morrison seraient tout sauf discrètes. Mon prochain arrêt fut la salle de boxe que j'avais rejointe il y a 6 mois, mais que j'utilisais rarement. Iron Temple se trouvait dans un entrepôt reconverti à Georgetown, le genre d'endroit où les vrais combattants s'entraînaient et où les employés de bureau venaient pour faire semblant d'être durs. Je m'étais inscrit lors d'un bref élan de remise en forme qu'Isabelle avait tourné en ridicule jusqu'à l'extinction, mais maintenant j'avais des raisons différentes d'être là. La salle sentait la sueur et la détermination, résonnant des sons des sacs lourds martelés et des cordes à sauter frappant les sols en béton. J'ai trouvé le propriétaire, Mickey Torino, dans son bureau en train d'examiner les programmes d'entraînement. Mickey avait la soixantaine, un ancien poids moyen qui avait entraîné des champions avant d'ouvrir son propre lieu. Il était compact et buriné, avec des yeux intelligents qui ne manquaient rien.
Moore, dit-il quand j'ai frappé au cadre de sa porte. Je ne t'ai pas vu depuis des mois. Enfin prêt à te mettre sérieusement au travail? Quelque chose comme ça. Je m'assis en face de son bureau encombré. J'ai besoin d'apprendre à me battre. Mickey m'étudia un long moment. La plupart des gens viennent ici pour se mettre en forme ou se défouler. Tu as l'air de vouloir faire du mal à quelqu'un. Peut-être bien. Tu veux en parler? Je me suis retrouvé à parler à Mickey d'Isabelle, de la liaison, de l'humiliation de découvrir que ma femme me voyait comme faible et prévisible. Je n'ai pas mentionné mes plans de vengeance. Mickey me semblait être du genre à essayer de m'en dissuader. Les femmes, dit Mickey quand j'eus fini. On ne peut pas vivre avec elles. Et on ne peut pas légalement les frapper avec une batte de baseball. J'ai ri malgré moi. Quelque chose comme ça. Écoute, gamin. J'ai vu beaucoup de gars passer par ici après que leur femme les ait trahis. Certains canalisent cette colère en quelque chose de productif. D'autres la laissent simplement les dévorer de l'intérieur. Il se pencha en avant. Lequel des deux vas-tu être? Le genre productif. Bien. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur le combat. Ce n'est pas une question de lancer des coups. C'est une question de levier. Il s'agit de trouver la faiblesse de ton adversaire et de l'exploiter. Il s'agit de les faire se vaincre eux-mêmes. J'ai hoché la tête, comprenant plus qu'il ne le savait. Quand est-ce qu'on peut commencer? Maintenant, si tu veux. Mais d'abord, laisse-moi te demander quelque chose. Ce type, avec qui ta femme te trompe. Tu prévois de l'affronter un jour? Éventuellement. Alors tu dois comprendre quelque chose. Le vrai combat, ce n'est pas d'être le plus dur de la pièce. C'est d'être le plus intelligent. Tu ne gagnes pas en étant plus fort que ton adversaire. Tu gagnes en le faisant commettre des erreurs. Au cours des 2 heures suivantes, Mickey m'a appris les bases de la boxe. La posture, le jeu de jambes, comment lancer un coup de poing correct sans me casser la main. Mais plus important encore, il m'a appris la stratégie, la patience, l'attente du bon moment pour frapper. Ta femme et son petit ami pensent qu'ils ont le contrôle, dit-il alors que nous terminions la session. Ils pensent qu'ils mènent la danse. Mais ils ont fait une erreur. Laquelle? Ils t'ont sous-estimé. Et c'est le genre d'erreur qui fait que les gens se blessent. J'ai quitté la salle de sport en me sentant différent. Non seulement physiquement fatigué, mais mentalement concentré d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. La colère était toujours là, mais elle était maintenant contrôlée, canalisée vers quelque chose d'utile. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans un restaurant du centre-ville, prenant mon temps pour déguster un bon steak et une bouteille de vin tout en affinant mes plans. Isabelle a envoyé 2 textos, demandant quand je serais à la maison, mais je n'ai pas répondu. Laisse-la s'interroger. Laisse-la s'inquiéter. Laisse-la commencer à comprendre ce que l'incertitude signifiait. Quand je suis finalement rentré à la maison, il était plus de 22 heures. Isabelle attendait dans le salon, toujours habillée, mais clairement anxieuse. « Où étais-tu » demanda-t-elle. J'étais inquiète. Vraiment? J'ai accroché ma veste avec un soin délibéré. Comme c'est inhabituel. Daniel, s'il te plaît. Nous devons en parler comme des adultes. Des adultes. Je me suis versé un scotch du chariot-bar que nous avions reçu en cadeau de mariage. Les adultes mentent-ils à leurs conjoints pendant 4 mois? Les adultes planifient-ils des divorces en langues étrangères? Les adultes se moquent-ils de leur partenaire auprès de leur amant? Son visage devint pâle. Comment sais-tu pourquoi? Tes textos, tes emails, tes descriptions détaillées de mon ennui au lit. Je pris une gorgée de scotch, appréciant la façon dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même. Je sais beaucoup de choses, Isabelle. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Que attends-tu de moi? Sa voix était à peine un murmure. Je veux que tu comprennes quelque chose, dis-je en m'approchant jusqu'à me tenir juste devant elle. Je veux que tu comprennes que l'homme que tu as épousé, le meuble ennuyeux, prévisible et fonctionnel, cet homme est parti. Ce que tu as maintenant, c'est quelqu'un qui sait exactement qui tu es et exactement ce que tu as fait. Tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur. Parce que demain, le vrai plaisir commence. J'ai fini mon scotch et je suis monté, la laissant seule avec sa peur, sa culpabilité et ses options qui se réduisaient rapidement.
Dans mon bureau, j'ai sorti les plans architecturaux sur lesquels je travaillais. Pas pour un bâtiment cette fois, mais pour quelque chose de bien plus complexe et d'infiniment plus satisfaisant, la destruction systématique de tous ceux qui m'avaient trahi. Le lendemain matin apporta les premiers résultats tangibles de ma planification. J'étais dans mon bureau chez Morrison et Associés en train de réviser les plans d'un complexe résidentiel lorsque mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Étienne Laurent. Je crois que nous devons parler. Café presse à 14 h aujourd'hui. Venez seul. Je fixai le message, sentant un sourire froid se dessiner sur mon visage. Laurent commettait sa première erreur, supposer qu'il pouvait m'intimider, contrôler le récit, gérer la situation comme n'importe quel autre problème commercial. Il n'avait aucune idée de qui il avait affaire. J'ai répondu, j'y serai. Le Café Presse était un bistrot français de Capitol Hill, le genre d'endroit qui servait du café hors de prix à des gens qui voulaient se sentir sophistiqués. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai choisi une table dans le coin arrière d'où je pouvais surveiller l'entrée. À 14 h précises, Étienne Laurent entra. Il était encore plus impressionnant en personne que sur ses photos. Grand, élégamment vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, avec ce genre de confiance désinvolte qui vient de ne jamais s'être vu refuser quoi que ce soit. Il se déplaçait dans le café comme s'il en était le propriétaire, attirant les regards des autres clients. « Daniel Moore », dit-il en tendant la main en arrivant à ma table. Son accent était subtil mais indubitable. « Merci d'être venu. » Je me levai et lui serrai la main, notant sa poigne ferme et la montre coûteuse à son poignet. « Monsieur Laurent. J'étais curieux d'entendre ce que vous aviez à dire. » Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, deux hommes qui ne partageaient rien, sauf une femme qui mentait à tous les deux. L'ironie était délicieuse. « Je serai direct, » dit Laurent après avoir commandé un expresso. « Je sais que cette situation est difficile pour vous, mais je veux que vous compreniez que ce qui se passe entre Isabelle et moi n'est pas anodin. Nous avons de vrais sentiments l'un pour l'autre. Comme c'est romantique. » Je sirotai mon café, gardant une expression neutre. « Dites-moi, votre femme partage-t-elle ses sentiments ?» Pour la première fois, le sang-froid de Laurent se fissura légèrement. « Ma femme ? Céleste Laurent, fille de la famille de banquier Dubois, votre partenaire en affaires et la mère de vos deux enfants. » Je souris agréablement. « L'avez-vous mentionné à Isabelle, ou est-ce un autre de ces détails gênants que vous avez choisi d'omettre ?» Laurent se reprit rapidement, mais j'avais vu l'éclair de surprise dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie fait mes devoirs. « Mon mariage est compliqué, » dit-il prudemment. « Céleste et moi avons un arrangement. » J'en suis sûr. Tout comme Isabelle et moi avions un arrangement selon lequel elle ne coucherait pas avec ses clients. Je me penchai légèrement en avant. Mais les arrangements ont tendance à changer, n'est-ce pas? Que voulez-vous, Daniel? La voix de Laurent s'était durcie, le charme remplacé par quelque chose de plus froid. De l'argent? Je suis prêt à ce que cela en vaille la peine pour vous. Vous voulez me soudoyer? J'ai ri, sincèrement amusé. C'est votre solution? Faire un chèque et faire disparaître le mari gênant? J'essaie de gérer cela en gentleman. Un gentleman? J'ai goûté le mot, le trouvant amer. Est-ce digne d'un gentleman de séduire la femme d'un autre homme? Est-ce digne d'un gentleman de faire des promesses que l'on n'a aucune intention de tenir? Est-ce digne d'un gentleman de mentir à une femme sur son état civil pendant qu'elle prévoit de détruire son propre mariage? La mâchoire de Laurent se serra. Vous ne comprenez pas la situation. Je la comprends parfaitement. Vous êtes un homme riche et marié ayant une liaison avec ma femme pendant qu'elle détruit notre mariage pour un avenir fantasmé qui n'arrivera jamais. Vous l'utilisez pour le sexe et les relations d'affaires pendant qu'elle vous utilise pour sa carrière et une évasion de sa vie ennuyeuse. J'ai fini mon café et j'ai posé la tasse avec une précision délibérée. La seule question est de savoir lequel de vous deux sera le plus déçu lorsque la réalité s'imposera. Isabelle est une femme remarquable, dit Laurent avec raideur. Elle mérite mieux que quoi? Qu'un mari qui l'aime? Qu'un homme qui a passé 8 ans à construire une vie avec elle? Je me levai, notant à quel point il se tendit à mon mouvement. Vous avez raison sur un point, Étienne. Elle mérite mieux. Mais pas de vous. Je commençai à partir, puis je fis une pause et me retournai. Une dernière chose, dis-je en passant au français. La prochaine fois que vous voudrez discuter de ma femme,
vous feriez bien de vous assurer de savoir à qui vous parlez. Je comprends bien plus de choses que les gens ne le pensent. Je l'ai laissé assis là, son expresso coûteux refroidissant pendant qu'il digérait les implications de ce que je venais de dire. S'il était intelligent, il réaliserait que son jeu prudent venait de devenir infiniment plus compliqué. Mais je comptais sur le fait qu'il ne le soit pas. Ce soir-là, j'ai mis en œuvre la deuxième phase de mon plan. J'avais passé l'après-midi à faire des recherches sur les collègues d'Isabelle chez Peterson et Associés, en particulier sa superviseure, Margaret Wee, et les politiques éthiques de l'entreprise concernant les relations avec les clients. Peterson et Associés était une agence de marketing de taille moyenne qui se targuait de son professionnalisme et de ses pratiques commerciales éthiques. Leur manuel de l'employé était très clair sur les relations avec les clients, elles étaient strictement interdites sans divulgation préalable et approbation de la direction. J'ai rédigé un email anonyme à Margaret Wee, soigneusement formulé pour donner l'impression qu'il venait d'un collègue soucieux plutôt que d'un mari vengeur. Margaret, je pense que vous devriez être au courant d'un conflit d'intérêts potentiel impliquant l'une de vos chargées de clientèle. Isabelle Moore semble entretenir une relation personnelle avec Étienne Laurent de Laurent Luxury Holdings, le client avec qui elle travaille sur le projet hôtelier. Je les ai vus ensemble à plusieurs événements non professionnels, et leur interaction semblait assez intime. Je ne sais pas si cela a été divulgué à la direction, mais compte tenu de la taille du contrat Laurent, j'ai pensé que vous devriez le savoir. Un collègue soucieux. J'ai envoyé l'email depuis un compte jetable créé via un VPN, le rendant intraçable. Dès le lendemain matin, Isabelle aurait des problèmes bien plus importants à gérer que sa liaison. La troisième partie de mon travail de la soirée était plus personnelle. J'ai appelé mon avocat, Robert Kim, avec qui j'avais travaillé sur divers contrats commerciaux au fil des ans. Daniel, dit Robert quand il répondit. Comment vas-tu? Ça fait un moment. J'ai connu des jours meilleurs, Rob. J'ai besoin de conseils juridiques sur les procédures de divorce dans l'État de Washington. Il y eut une pause. Je suis désolé d'apprendre ça. Toi et Isabelle avez des problèmes? Elle a une liaison. Je veux savoir quelles sont mes options. D'accord. La voix de Robert passa en mode professionnel. Washington est un État où le divorce est sans faute, donc la liaison elle-même n'aura pas d'impact sur la procédure, mais elle pourrait affecter le partage des biens si elle a dépensé des biens matrimoniaux pour cette relation. As-tu des preuves? Des preuves détaillées. Factures d'hôtel, notes de restaurant, cadeaux achetés avec des cartes de crédit communes, plus des communications détaillant la liaison et ses plans pour me quitter. Bien. Cela pourrait être utile pour établir une faute financière. Et pour les actifs? La maison est à mon nom seul, je la possédais avant notre mariage. Nous avons des comptes bancaires communs, des comptes d'investissement. Le prêt de sa voiture est à nos deux noms. Elle gagne bien sa vie, donc la pension alimentaire ne sera probablement pas un problème. Ça semble relativement simple, en supposant qu'elle ne conteste pas. Es-tu prêt à déposer la demande? Pas encore. Je veux attendre le bon moment. Mais je veux que tout soit préparé pour que je puisse agir rapidement le moment venu. Je vais rédiger les documents, Daniel. Robert fit une pause. Tu vas bien? Ce genre de trahison peut être dévastateur. Je gère, dis-je. Mieux qu'elle ne le pense. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau à examiner le travail de la journée. Laurent était déstabilisé. Le travail d'Isabelle était sur le point de devenir très compliqué, et les bases juridiques étaient posées pour un divorce qui la laisserait avec bien moins que ce qu'elle attendait. Mais je ne faisais que commencer. J'ai entendu la voiture d'Isabelle dans l'allée vers 21h. Elle travaillait tard plus souvent ces derniers temps, ou du moins c'est ce qu'elle prétendait. Ce soir, je soupçonnais qu'elle avait fait le point avec Laurent sur notre réunion de l'après-midi. Elle m'a trouvé dans le salon en train de lire un livre sur l'architecture française que j'avais sorti de ma collection. L'ironie n'était pas accidentelle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre. Intéressante. J'ai pris un café avec ton petit ami. Elle se figea à mi-chemin d'enlever sa veste. Quoi? Étienne Laurent. Homme charmant, très direct. Il voulait discuter de notre situation. Je levai les yeux de mon livre, appréciant la façon dont son visage était devenu pâle. A-t-il mentionné qu'il était marié? C'est compliqué. J'en suis sûr. Tout comme notre mariage est devenu compliqué. Je fermai le livre et le mis de côté. Dis-moi,
Isabelle, quand tu planifiais ton avenir avec Étienne, as-tu pris en compte sa femme et ses enfants, ou supposais-tu qu'il les abandonnerait de la même manière que tu prévois de m'abandonner? Ce n'est pas comme ça, mais sa voix manquait de conviction. C'est comment, alors? Explique-le-moi. Elle s'assit en face de moi, et je pouvais la voir lutter pour trouver des mots qui rendraient sa trahison raisonnable. Je ne suis pas heureuse, Daniel. Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. Nous sommes comme des étrangers vivant dans la même maison. Et à qui la faute? Aux deux, peut-être. Mais Étienne me fait me sentir vivante à nouveau. Il me fait sentir que j'ai de l'importance. Tu as toujours eu de l'importance pour moi. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois quels étaient mes rêves, mes objectifs, ce que je voulais de la vie? Quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois comme si j'étais la chose la plus importante au monde? L'accusation m'a piqué au vif car il y avait une part de vérité. Quelque part en cours de route, nous avions cessé de nous voir clairement. Mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Quand est-ce que tu m'as parlé de tes rêves pour la dernière fois, ai-je contré? Quand est-ce que tu as posé des questions sur les miens? Le mariage est un partenariat, Isabelle. Il exige des efforts des deux personnes. Je le sais. Mais il exige aussi de la passion, de l'excitation, le sentiment que l'on construit quelque chose d'incroyable ensemble. Quand avons-nous cessé d'avoir ça? Je ne sais pas. Mais je sais quand tu as cessé d'essayer de le trouver avec moi. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de 8 années et de 1000 petits échecs pesant entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant, tu dois décider de ce que tu veux. Mais sache que tes choix ont des conséquences pour nous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me levai, soudain fatigué de la conversation. Ça veut dire que les actions ont des réactions, Isabelle. Ça veut dire que quand tu détruis quelque chose, tu ne peux pas contrôler ce qui pousse à sa place. Je suis monté, la laissant seule avec sa culpabilité et ses options de plus en plus limitées. Demain lui apporterait de nouveaux défis, de nouvelles complications qu'elle n'avait pas anticipées. Et je serais là pour tout voir se dérouler. L'architecte de sa destruction, construisant quelque chose de beau et de terrible à partir des décombres de notre mariage. Margaret oui a appelé Isabelle dans son bureau à 9h15 le lendemain matin. Je le savais parce qu'Isabelle m'a envoyé un texto en panique, réunion d'urgence avec Margaret. Quelque chose ne va pas. Je t'appelle plus tard. J'étais dans mon propre bureau, faisant semblant d'examiner des spécifications de construction tout en surveillant les retombées de mon email anonyme. La beauté de travailler dans la communauté professionnelle interconnectée de Seattle était que les nouvelles voyageaient vite, surtout les nouvelles scandaleuses sur les violations de l'éthique. Mon téléphone a sonné à 10h30. Le nom d'Isabelle est apparu sur l'écran, mais quand j'ai répondu, je pouvais entendre qu'elle pleurait. Daniel, je dois rentrer à la maison. J'ai été suspendu. Suspendu de quoi? Du travail. Quelqu'un a signalé ma relation avec Étienne. Il mène une enquête pour savoir si j'ai violé la politique de l'entreprise. Sa voix tremblait. Ils m'ont retiré du contrat Laurent immédiatement. Je suis navré d'apprendre ça. J'ai gardé ma voix soigneusement neutre, professionnelle. Que leur as-tu dit? La vérité. Que Étienne et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre, mais que cela n'a pas affecté mon jugement professionnel. Elle pleurait plus fort maintenant. Mais Margaret ne me croit pas. Elle dit que l'apparence d'inconvenance suffit à nuire à la réputation de l'entreprise. Les apparences comptent en affaires, Isabelle. Tu le sais. Cela pourrait ruiner ma carrière, Daniel. Si Peterson me licencie, aucune autre agence à Seattle ne me touchera. Tout le monde saura pourquoi j'ai été viré. La désespoir dans sa voix était presque suffisant pour me faire pitié. Presque. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de commencer à coucher avec ton client. Ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as misé ta carrière sur un homme marié qui n'allait jamais quitter sa femme pour toi. Tu as perdu. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, seulement brisé par ses sanglots discrets. Peux-tu rentrer à la maison? Demanda-t-elle finalement. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je suis au milieu d'un projet. Je serai à la maison vers 18h. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Laisse-la s'asseoir dans notre maison vide,
contemplant les décombres de sa liaison soigneusement planifiée. Laisse-la comprendre ce que c'est que de voir son monde s'effondrer alors que la personne qui devrait la soutenir reste froidement distante. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. À midi, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel de Laurent. Il séjournait au Four Seasons, naturellement, dans une suite qui coûtait probablement plus cher par nuit que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Je n'ai pas essayé de le voir. Cela viendrait plus tard. Au lieu de cela, j'ai eu une conversation avec le concierge, un jeune homme nommé Marcus, qui était désireux de plaire à un client potentiel. Je pense réserver une suite pour mon anniversaire, lui dis-je en sortant mon téléphone. Ma femme a mentionné qu'un de nos amis, Étienne Laurent, séjourne ici et adore ça. Pourriez-vous me dire quel type de suite il a? Marcus a vérifié son ordinateur. Monsieur Laurent est dans la suite présidentielle au 23e étage. C'est notre plus belle chambre, avec une vue panoramique sur la ville et une cuisine complète. Parfait. Et je suppose qu'il a profité des commodités de l'hôtel? Oh, oui. C'est un client merveilleux. Il a dîné à notre restaurant plusieurs fois, toujours avec la même charmante compagne. Marcus sourit d'un air complice. Ils forment un très beau couple. J'ai remercié Marcus et j'ai laissé un pourboire généreux ainsi que ma carte de visite au cas où il aurait un jour besoin de services d'architecture. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que je venais d'enregistrer toute notre conversation sur mon téléphone. Cet après-midi-là, j'ai passé un autre appel à Robert Kim. Rob, c'est Daniel. J'ai besoin d'accélérer le calendrier du divorce. Que s'est-il passé? Isabelle a été suspendue de son travail pour la liaison. Elle est vulnérable en ce moment, ce qui signifie qu'elle pourrait être plus disposée à négocier un règlement raisonnable. Ou elle pourrait s'entêter et se battre plus fort parce qu'elle a moins à perdre. Je ne pense pas. Elle a peur. Sa carrière est en jeu. Sa liaison est de notoriété publique. Et son amant est sur le point d'avoir ses propres problèmes. Elle voudra que cela soit résolu rapidement et discrètement. Quel genre de problème l'amant va-t-il avoir? J'ai souri, même si Robert ne pouvait pas le voir. Le genre qui arrive quand sa femme découvre sa petite amie américaine. Il y eut une pause. Daniel, s'il te plaît, dis-moi que tu ne prévois rien d'illégal. Rien d'illégal. Juste informatif. Fais attention. La vengeance a tendance à se retourner contre soi. Ce n'est pas de la vengeance, Rob. Ce sont des conséquences. Ce soir-là, je me suis arrêté à la salle de boxe avant de rentrer chez moi. Mickey travaillait avec un jeune poids lourd, annonçant des combinaisons pendant que le combattant martelait un sac lourd avec une précision méthodique. Moore appela Mickey quand il me vit. Tu as l'air d'un homme qui a quelque chose en tête. Ma femme a été suspendue de son travail aujourd'hui pour la liaison. Mickey hocha la tête avec approbation. Bien. Les actions ont des conséquences. Comment le prend-elle? Mal. Elle a peur, elle est désespérée. Elle veut que je la réconforte. Et tu le feras. J'ai réfléchi à la question pendant que je bandais mes mains pour l'entraînement. Je ne sais plus qui je suis, Mickey. Pendant 8 ans, j'étais le mari compréhensif, le partenaire qui la soutenait, l'homme qui mettait ses besoins en premier. Mais cet homme était un imbécile. Peut-être. Ou peut-être qu'il faisait simplement confiance à la mauvaise personne. Mickey tenait le sac lourd pendant que je lançais des combinaisons, chaque coup de poing portant des mois de colère refoulés. La question est, qui veux-tu être maintenant? Quelqu'un qui ne se laisse pas abuser. Bien. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit sur le combat intelligent. Ne laisse pas la colère te rendre stupide. J'ai passé 1 heure à m'entraîner, poussant mon corps jusqu'à ce que l'épuisement physique corresponde à ma fatigue émotionnelle. Quand je suis finalement rentré à la maison, je me sentais plus clair, plus concentré. Isabelle attendait dans la cuisine, une bouteille de vin ouverte sur le comptoir. Elle s'était changée en une robe noire que j'avais toujours aimée, et son maquillage était soigneusement appliqué pour cacher les traces de ses larmes précédentes. J'ai fait le dîner, dit-elle quand je suis entré. Ton plat préféré, le bœuf bourguignon. L'odeur était incroyable, riche et complexe. Elle était une excellente cuisinière quand elle le voulait, ce qui était devenu de plus en plus rare ces dernières années. Merci. J'ai accroché ma veste et j'ai accepté le verre de vin qu'elle m'a offert. Comment te sens-tu? Mieux.
J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur les conséquences et les choix. Elle s'approcha, sa main touchant mon bras. Je veux réparer ça, Daniel. Je veux nous réparer. Vraiment? Oui. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie, prendre des vacances, nous souvenir de pourquoi nous sommes tombés amoureux. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Je ne veux pas te perdre. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de remords sincères par opposition à une manipulation calculée. Le problème était que je n'étais plus sûr de pouvoir faire la différence. Et Étienne? C'est fini. J'y ai mis un terme aujourd'hui. Elle se rapprocha, son corps pressé contre le mien. Il n'a jamais été ce que je pensais. Tu es mon mari. C'est pour toi que j'aurais dû me battre depuis le début. Et si je n'avais pas découvert, serais-tu toujours en train de planifier ton divorce et ta nouvelle vie à Paris? Elle tressaillit, mais ne s'éloigna pas. Je ne sais pas. Peut-être. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous avons une chance de recommencer. J'ai posé mon verre de vin et j'ai reculé, créant une distance entre nous. Isabelle, sais-tu pourquoi je t'ai épousée? Parce que tu m'aimais. Parce que je pensais que tu étais honnête. Je pensais que tu étais quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui ne me mentirait jamais, ne me trahirait jamais, ne me ferait jamais douter de mon propre jugement. Je secouai la tête. Mais tu me mens depuis des mois sur où tu étais, avec qui tu étais, ce que tu pensais de notre mariage. Tu as planifié de me quitter tout en me laissant croire que nous construisions un avenir ensemble. Je sais, et je suis désolé. Les excuses ne réparent pas la confiance brisée, Isabelle. Les excuses n'annulent pas 4 mois de trahison. Les excuses n'effacent pas les choses que tu as dites sur moi à ton amant. Son visage devint pâle. Quelle chose? Que j'étais ennuyeux, prévisible, oubliable. Que tu te demandais à quoi tu pensais quand tu m'as épousé. Je souris froidement. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Pensais-tu que j'étais trop stupide pour reconstituer le puzzle? Daniel, ces choses que j'ai dites, j'étais en colère, confuse. Je ne le pensais pas, tu le pensais assez pour le dire. Tu le pensais assez pour planifier une vie sans moi. Je repris mon verre de vin, notant que ma main était parfaitement stable. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se bat pour notre mariage. On se souvient de ce que nous signifions l'un pour l'autre. Que signifies-tu pour moi, Isabelle? La question sembla la prendre au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, luttant pour trouver une réponse. Je suis ta femme, dit-elle finalement. Tu es la femme que j'ai épousée. Mais les femmes ne trahissent pas leur mari. Les femmes ne mentent pas, ne trompent pas et ne planifient pas de divorce secret. Les femmes ne se moquent pas de leur partenaire auprès de leur amant. J'ai fini mon vin et j'ai posé le verre avec un soin délibéré. Alors, qu'es-tu, exactement? Je suis quelqu'un qui a fait de terribles erreurs mais qui veut arranger les choses. Et je suis quelqu'un qui en a assez d'être pris pour acquis. Je me suis dirigé vers les escaliers, puis je me suis arrêté et je l'ai regardée. Elle se tenait dans la cuisine, entourée du dîner qu'elle avait préparé, du vin qu'elle avait ouvert, de la scène de séduction qu'elle avait soigneusement orchestrée, l'air perdu, désespéré, et soudain très jeune. Le bœuf bourguignon sent merveilleusement bon, dis-je. Mais je n'ai plus faim. Je l'ai laissé là et je suis monté dans mon bureau où j'avais une dernière tâche à accomplir avant la fin de la journée. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à composer un email à Céleste Laurent à Paris. Il était temps que la femme d'Étienne apprenne les détails du voyage d'affaires américain de son mari. Après tout, chaque mariage méritait l'honnêteté, même si le mien était irrécupérable. Céleste Laurent est arrivée à Seattle un jeudi matin par un vol en provenance de Paris. Je le savais parce que j'avais surveillé les réservations d'hôtel d'Étienne et remarqué que sa réservation de suite présidentielle était passée d'une occupation simple à une double, avec une note concernant un service de prise en charge à l'aéroport. Je prenais un café dans un établissement en face du Four Seasons lorsque la berline noire s'est arrêtée. Même de loin, je pouvais voir la tension dans la posture d'Étienne alors qu'il aidait une élégante femme blonde à sortir de la voiture. Céleste Laurent était belle de cette manière française désinvolte, avec une posture parfaite et le genre de vêtements coûteux qui murmuraient leur valeur plutôt que de la crier. Elle était aussi clairement furieuse. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir la raideur de ses épaules, la façon dont elle marchait légèrement devant son mari,
la distance prudente qu'elle maintenait entre eux. Mon email avait fait son effet. J'avais gardé le message simple et direct, « Madame Laurent, j'ai le regret de vous informer que votre mari a une liaison avec ma femme, Isabelle Moore, pendant son voyage d'affaires à Seattle. J'ai pensé que vous méritiez de le savoir. J'ai des preuves si vous en avez besoin. Daniel Moore. » J'avais inclus les informations de l'hôtel de son mari, les détails du lieu de travail d'Isabelle, et plusieurs photos que j'avais prises d'eux ensemble. Rien d'illégal, rien d'obtenu par des moyens douteux. Juste la vérité, présentée clairement et sans commentaire. Apparemment, Céleste Laurent était le genre de femme qui préférait régler les problèmes en personne. Mon téléphone vibra avec un texto d'Isabelle, « La femme d'Étienne est ici. Elle sait tout. C'est une catastrophe. » J'ai répondu, « Oui, ça l'est. » 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Le nom d'Étienne Laurent apparut sur l'écran. « Salaud, dit-il sans préambule quand j'ai répondu. Tu as contacté ma femme. » En effet. Elle méritait de connaître la vérité. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Céleste contrôle 40% de ma société. Elle pourrait me détruire. Alors tu n'aurais probablement pas dû la tromper. C'est entre toi et moi, Daniel. Laisse ma famille en dehors de ça. Ta famille y était mêlée dès l'instant où tu as décidé de coucher avec ma femme. J'étais en train de marcher à travers Pike Place Market, entouré de touristes et de vendeurs, me sentant étrangement calme malgré la rage dans la voix de Laurent. D'ailleurs, je pensais que tu avais dit que Céleste comprenait tes liaisons. C'est différent. Différent comment? Parce que cette fois, tu t'es fait prendre? Parce que cette fois, il y a des conséquences. Tu ne comprends pas la situation. Je la comprends parfaitement. Tu es un homme marié qui pensait pouvoir avoir une liaison sans que personne ne soit blessé. Tu avais tort. Je m'arrêtais chez un fleuriste, admirant les fleurs éclatantes. Comment Céleste prend-elle la nouvelle? Elle est bouleversée. J'imagine. Découvrir que son mari prévoit de la quitter pour sa maîtresse américaine doit être un choc. Je n'ai jamais dit que je quittais Céleste. Les mots restèrent en suspens entre nous, et je pus entendre le moment où Laurent réalisa ce qu'il venait d'admettre. Intéressant, dis-je. Est-ce qu'Isabelle le sait? Sait-elle que tu n'as jamais eu l'intention de quitter ta femme pour elle? Silence. Je pensais bien que non. J'ai acheté un bouquet de roses blanches, pensant qu'elles seraient jolies sur la tombe d'Isabelle, métaphoriquement parlant. Tu l'as utilisé, Étienne. Tout comme elle m'a utilisé. La seule différence, c'est que je ne fais pas semblant du contraire. Que veux-tu? Sa voix était maintenant vaincue, l'arrogance disparue. Je veux que tu dises la vérité à ma femme. Toute la vérité. Je veux que tu lui expliques que tu n'allais jamais quitter Céleste. Que ce n'était qu'une liaison de convenance. Qu'elle a détruit son mariage pour rien. Et si je fais ça? Alors peut-être que j'arrêterai d'envoyer à ta femme des mises à jour sur votre relation. Vous me faites chanter. J'encourage l'honnêteté dans le mariage. Vous pouvez sûrement apprécier cela. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai continué ma promenade à travers le marché, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Margaret Wee de Peterson et Associés. Monsieur Moore, c'est Margaret Wee, la superviseure d'Isabelle. Je me demandais si nous pouvions nous rencontrer pour discuter de la situation avec votre femme. À quel sujet? Nous menons une enquête approfondie sur sa relation avec Étienne Laurent, et nous apprécierions votre perspective en tant que personne affectée par la situation. J'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville après le travail. Margaret était une femme aux yeux vifs d'une cinquantaine d'années, avec le genre de comportement professionnel qui suggérait qu'elle avait géré sa part de drame au travail. Je veux être claire, dit-elle après que nous ayons commandé un café, que cette conversation est confidentielle. Nous essayons de comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé afin de prendre les décisions appropriées concernant l'avenir d'Isabelle avec l'entreprise. Je comprends. Que voudriez-vous savoir? Depuis combien de temps étiez-vous au courant de la relation de votre femme avec Monsieur Laurent? Je l'ai découverte il y a 3 jours, bien que la liaison durait depuis environ 4 mois. Margaret a pris des notes sur une tablette. Étiez-vous au courant qu'elle travaillait sur le contrat Laurent pendant cette période? Oui, mais je supposais que c'était purement professionnel. Isabelle a toujours été douée pour séparer sa vie personnelle et professionnelle.
Je fis une pause. Ou du moins, c'est ce que je pensais. A-t-elle déjà discuté de Monsieur Laurent avec vous? Mentionné quelque chose sur leur relation de travail qui semblait inappropriée? Elle a mentionné qu'il était exigeant, qu'il nécessitait beaucoup d'attention personnelle. Elle a dit que les clients français attendaient un niveau de service plus élevé. J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas réalisé qu'elle voulait dire un service sexuel. La bouche de Margaret se serra. Monsieur Moore, je veux que vous sachiez que Peterson et Associés prend ces questions très au sérieux. Nous avons des politiques strictes sur les relations avec les clients, précisément parce qu'elles peuvent compromettre notre intégrité professionnelle. Que arrivera-t-il à Isabelle? Cela dépendra du résultat de notre enquête. Mais je peux vous dire que le contrat Laurent a été résilié. La société de Monsieur Laurent nous a contactés ce matin pour mettre fin à la relation, citant des complications personnelles qui rendaient impossible la poursuite. Intéressant. Céleste Laurent travaillait vite. Je suis désolé que cette situation ait affecté votre entreprise, dis-je. Je sais qu'Isabelle appréciait sa carrière. L'appréciait assez pour la risquer, apparemment. Margaret ferma sa tablette. Monsieur Moore, puis-je vous demander ce que vous prévoyez de faire concernant votre mariage? Je prévois d'y mettre fin. Mon avocat prépare les papiers du divorce. Elle hocha la tête avec sympathie. Je suis désolé. Cela doit être incroyablement difficile pour vous. Ça l'est. Mais j'apprends que parfois, la difficulté est nécessaire. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Isabelle dans le salon avec une valise à côté de sa chaise. Elle avait l'air épuisée, le visage pâle et tiré, sa confiance habituelle complètement disparue. Je pars, dit-elle sans lever les yeux. Je vais rester chez ma mère pendant un certain temps. Tu fuis? J'essaie de comprendre ce qu'il reste de ma vie. Elle me regarda enfin, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant, un remords sincère. Peterson m'a renvoyé aujourd'hui. Avec effet immédiat. J'ai entendu. Margaret oui m'a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Isabelle rit amèrement. Tout le monde veut entendre le mari bafoué. Tout le monde veut savoir comment le pauvre homme trahi gère l'infidélité de sa femme. Comment est-ce que je le gère? Mieux que je ne l'attendais. Tu ne t'effondres pas. Tu ne me supplies pas de rester. Tu n'es même plus en colère. Tu es juste froid. Préférerais-tu que je sois en colère? Je préférerais que tu sois quelque chose. N'importe quoi. Cette version calme et contrôlée de toi est terrifiante. Je m'assis en face d'elle, notant les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle parlait. Tu voulais que je sois plus intéressant, plus passionné, moins prévisible, dis-je. Félicitations, tu as eu ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais, Isabelle? Vraiment? Elle resta silencieuse un long moment, fixant ses mains. Je voulais me sentir importante, dit-elle finalement. Je voulais sentir que je comptais pour quelqu'un, que je valais la peine qu'on se batte pour moi, qu'on se sacrifie pour moi. Je voulais me sentir vivante. Et Étienne t'a fait sentir comme ça? Pendant un certain temps. Jusqu'à ce que sa femme débarque et qu'il me fasse comprendre que je n'étais qu'une distraction pratique. Sa voix se brisa légèrement. Il n'a jamais eu l'intention de la quitter. J'ai détruit mon mariage, ma carrière, ma réputation pour un homme qui me voyait comme un amusement temporaire. Oui, tu l'as fait. Ne vas-tu pas dire que tu es désolé? Que tu comprends pourquoi je l'ai fait? Que tu me pardonnes? J'ai soigneusement réfléchi à ces questions. Je suis désolé. Désolé que tu te sois senti si vite dans notre mariage que tu aies dû chercher la validation ailleurs. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu étais égoïste, impulsive, et tu t'es convaincu que tu méritais quelque chose de mieux. Mais te pardonner? Je secouai la tête. Non, je ne te pardonne pas, elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Pourquoi pas? Parce que le pardon exige un remords sincère. Et tu n'es pas désolé d'avoir eu une liaison. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'il y ait eu des conséquences. Tu es désolé que ton plan n'ait pas fonctionné comme tu le voulais. Je me levai, soudain fatigué de la conversation. Mais tu n'es pas désolé de m'avoir trahi. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Si Étienne avait été prêt à quitter sa femme, si ton travail n'avait pas été menacé,
Si ta mère ne t'avait pas poussé à avouer, serais-tu assise ici à t'excuser auprès de moi? Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma, incapable de formuler le mensonge. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris sa valise et je l'ai portée jusqu'à la porte d'entrée. Salut ta mère de ma part. Je suis sûr qu'elle aura plein de conseils sur comment tout cela est de ma faute. Daniel, attends. Elle me suivit jusqu'à la porte, des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui nous arrive? Il n'y a plus de nous, Isabelle. Tu t'en es assurée. J'ai ouvert la porte et j'ai posé sa valise à l'extérieur. Mon avocat te contactera pour les procédures de divorce. Essaie de ne pas lui mentir. Il est très doué pour repérer la tromperie. Elle est restée un instant dans l'embrasure de la porte, regardant la maison que nous avions partagée, la vie que nous avions construite, le mariage qu'elle avait détruit. Je t'ai aimé, dit-elle doucement. Peut-être pas assez. Peut-être pas de la bonne manière. Mais je t'ai aimé. Je sais, dis-je. C'est ce qui rend tout ça bien pire. J'ai fermé la porte et j'ai écouté sa voiture s'éloigner, emportant les derniers vestiges de la femme que j'avais épousée il y a 8 ans. La maison semblait différente maintenant, plus vide, mais en quelque sorte plus propre, comme une blessure qui avait enfin été correctement nettoyée et pouvait commencer à guérir. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email à Robert Kim. Rob, s'il te plaît, dépose les papiers du divorce demain. Il est temps de rendre cela officiel. Puis je me suis versé un scotch et je me suis assis dans mon salon, entouré des meubles et des décorations que nous avions choisis ensemble, et j'ai commencé à planifier ce que j'allais construire à partir des ruines de mon ancienne vie. Quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête, quelque chose qui ne pouvait pas être détruit par des mensonges. Quelque chose qui m'appartenait entièrement.